Et d'ailleurs, nous avons deux personnages délirants aujourd'hui qui montrent deux déclins évidents. C'est Trump pour les États-Unis et puis malheureusement Macron pour la France. Car nous aussi sommes en grave déclin et nous aussi avons besoin de faire une révolution qui, j'espère, ne sera pas trop violente et qui permettra de redéfinir ce que c'est que la France, de nous libérer d'un pouvoir qui est totalement illégitime et inique et très minoritaire. Déjà, il faudrait qu'on surmonte la crise dans laquelle on est, qui est effectivement une crise présidentielle, notamment avec un président Macron qui est un être qu'on peut qualifier de légèrement psychopathe et qui est en train de vendre la France à la découpe. On peut faire référence notamment à l'affaire Alstom. Donc on a déjà quelqu'un à la tête de l'État français qui a beaucoup de pouvoir, puisque la Ve République donne beaucoup de pouvoir au président, mais qui est quelqu'un qui est objectivement un liquidateur de la France. Et puis on a une autre soumission très violente aussi, qui s'articule avec le pouvoir macronien, qui est une soumission au pouvoir sioniste, qui est très fort. Et on va dire aujourd'hui, avec le conflit qui est en cours, une soumission totale à l'américano-sionisme. Et ça crée un pouvoir très illégitime en France et assez minoritaire qui se maintient par une stratégie de guerre civile larvée entre une gauche et une droite, incarnée notamment par le RN et le LFI. Le RN étant de plus en plus aligné sur une ligne sioniste suprémaciste, donc renoue avec l'extrême droite d'une certaine manière. Et de l'autre côté, le LFI est dans une tradition de gauche française issue de la Mitterrandie, étant pro-palestinien et de plus en plus qualifié d'antisémite. Et donc on a cette situation étrange d'un peuple français qui est poussé à s'affronter sur des questions de géopolitique internationale et même sur des critères, on va dire, identitaires et raciaux, alors que sur le plan social, ils sont victimes de la même crise, car s'additionne à cette crise politique et géopolitique une grave crise économique en France, donc une grave crise sociale, qui d'ailleurs est aussi liée aux sanctions que nous sommes obligés de respecter pour soutenir l'Ukraine dans le conflit que l'OTAN mène contre la Russie. Donc tous ces facteurs additionnés font que la France est un pays très malade sur des questions économico-sociales, sur des questions identitaires et sur des questions géopolitiques, ce qui l'amène dans une situation à la fois de guerre civile larvée et même de guerre, puisque le président Macron est très belliciste par rapport à la question ukrainienne. Il veut carrément faire la guerre à la Russie sous prétexte qu'il prétend que la Russie aurait des visées bellicistes contre la France, qui est assez absurde. Et puis en plus, on collabore déjà au conflit au Proche-Orient du côté d'Israël et des États-Unis. Donc on a une triple dimension en France aujourd'hui de guerre civile, de guerre contre la Russie et de guerre, je dirais, mondiale dans ce conflit actuellement en cours entre on va dire, l'empire maritime et la coalition, on va dire, continentale qui est derrière l'Iran. Donc la France est dans une situation assez catastrophique. Merci Alain Soral. Début février, Emmanuel Macron a pourtant annoncé la reprise du dialogue avec la Russie au niveau technique. Comment évaluez-vous cette initiative et peut-on parler d'un réchauffement des relations entre les deux pays, selon vous ? Ça, c'est du discours, mais en réalité, sur le plan concret et pratique, c'est plutôt l'inverse. En fait, Macron est sans doute le plus en pointe de tous les leaders de l'Union européenne contre la Russie, avec l'Angleterre, qui n'est plus dans l'Union européenne, mais qui est très très engagée aussi dans ce bellicisme. Il faut ajouter à ça la soumission de l'Allemagne. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens à la tête de l'Union européenne, qui sont des leaders très peu appréciés parce qu'ils ont un bilan catastrophique, ont besoin de ces tensions et ont besoin que cette guerre on va dire, ukrainienne ne finisse pas pour se maintenir au pouvoir. Parce qu'en réalité, avec la victoire de la Russie et la chute de Zelensky, viendrait aussi probablement la chute de tous ces leaders européens qui se sont engagés, très fortement engagés, contre la Russie. Donc en fait, Macron joue avec ce conflit qui n'en finit pas, joue sa survie politique. Donc il ment, mais quand on regarde les faits, il fait tout pour que la paix n'arrive pas, malheureusement. Merci. Vous l'évoquiez à l'instant, Emmanuel Macron, d'ailleurs, on parle souvent de la possibilité d'envoyer des troupes ou d'élargir l'aide militaire à l'Ukraine. Selon vous, la France dispose-t-elle de réelles capacités militaires pour aider l'Ukraine ?
Moi, je n'y crois pas beaucoup parce que la France est un gros marchand d'armes sur le plan effectivement économique, mais paradoxalement, la France est sous, depuis les années Mitterrand et même avant d'ailleurs avec Chirac, je rappelle, fin de la conscription, donc nous n'avons plus d'armée au sens traditionnel, c'est-à-dire d'armée du peuple, nous n'avons qu'une armée de métier qui se réduit année après année, et nous avons surtout une idéologie dominante très pacifiste, très féministe, voire LGBT, et je ne vois pas comment on peut pousser la France à la guerre et même à valider l'idée de guerre avec l'idéologie pacifiste et dévirilisante qui a été mise en place depuis des décennies et des décennies. C'est pour ça qu'il y a une contradiction totale entre le discours actuel et la réalité de la France, où vous trouverez très très peu de Français qui vous diront avoir envie d'aller se battre, et notamment de se battre contre la Russie, alors qu'en réalité, au-delà de la manipulation médiatique et politique, il y a quand même un fort courant de sympathie pour le président Poutine, parce que le peuple français sait bien que Poutine, depuis qu'il est au pouvoir, et compte tenu de la Russie dont il avait hérité à la fin des années 90, est quelqu'un qui a plutôt redressé le pays et l'a mis sur les bons rails. Et en réalité, la sensibilité profonde française, je vous le dis, c'est les Français rêvent d'un Poutine français. Donc tout ça ne pousse pas le peuple de France à vouloir s'engager dans un conflit armé avec une armée qui est l'armée de terre la plus puissante du monde actuellement, ce qui est aussi une certitude, et qui est aguerrie par plus de 4 ans de conflit face malheureusement à leurs frères ukrainiens. Donc il me semble que cette volonté d'aller à la guerre de la part du président français est plutôt une démarche de politique intérieure. C'est une manière, quelque part, de s'inscrire dans un processus à la Zelensky. Je rappelle que Zelensky, par la guerre, est toujours président de l'Ukraine, alors que, normalement, il ne l'est plus, puisqu'en fait, il a bloqué les élections pour des raisons de guerre. Et je pense que cette idée doit venir à l'esprit de Macron, qui est en fin de second mandat, et qui rêve de se maintenir au pouvoir, d'une certaine manière, par une situation de guerre. Et en fait, ça nous rapprocherait de l'époque où on avait déclaré la guerre à l'Allemagne en 1939, et où on est resté pendant une longue période dans une situation de drôle de guerre, c'est-à-dire qu'on ne passait pas à l'acte, mais on sait que ça, malheureusement, ça s'est mal fini pour nous dans un premier temps, et j'espère que ce scénario ne se reproduira pas. Mais voilà, on est dans un discours de guerre dont le but est de maintenir une équipe très illégitime au pouvoir, que ce soit en Europe, à travers l'Union européenne, et en France, à travers Macron, qui est quand même un être dont on peut penser qu'il a une dimension de pathologie psychologique assez prononcée, ce qui se vérifie notamment par son couple très étrange avec Brigitte. Merci. Vous avez de nombreuses fois critiqué le président Emmanuel Macron. À quel point pensez-vous qu'il est un acteur indépendant ? Il n'y a pas d'acteur indépendant à haut niveau en politique en France. C'est les leaders politiques depuis, on va dire, l'éviction du général de Gaulle et progressivement président après président, et notamment depuis Sarkozy, qui s'appelait lui-même Sarkozy l'Américain, et qui était on le sait, quelqu'un qui était un agent de la CIA et qui était vraiment un valet de l'atlantisme. Hein, tous ces actes politiques l'ont démontré. Depuis, il n'y a plus de pouvoir français. En réalité, nous sommes un satellite à la fois d'Israël et des États-Unis, et ce qui n'est pas du tout dans l'intérêt de la France, malheureusement, puisque son intérêt serait plutôt, dans une logique continentale, de jouer la complémentarité naturelle avec la Russie, notamment en termes d'énergie et de produits finis. C'est pour ça que nous vivons une période complètement paradoxale, où nous avons recréé un rideau de fer et nous sommes rentrés à nouveau dans une guerre froide, au moment où l'idéologie ne se justifiait plus, puisqu'il n'y a plus d'opposition, on va dire, capitalisme-communisme, et où vraiment n'importe quel analyste sérieux peut conclure, que ce soit d'ailleurs pour la France ou pour l'Allemagne, que notre prospérité passe par une entente continentale et une entente à la fois commerciale, idéologique et culturelle avec la Grande Russie. Et aujourd'hui, nous sommes totalement assujettis à la domination d'Israël et des États-Unis, qui sont en plus, les États-Unis aujourd'hui nous font payer leur crise et leurs problèmes face à la Chine. Quant à Israël, pareil, il nous oblige à nous impliquer dans un conflit au Proche-Orient où nous n'avons aucun intérêt, bien au contraire. Vous venez de l'évoquer, vous affirmez que les élites françaises sont contrôlées par les néoconservateurs américains. Physiquement, comment cela se caractérise-t-il sur le pouvoir français contemporain ? Et quelle influence cela a-t-il sur la position de la France sur la scène internationale actuellement ?
d'être systématiquement, d'obéir aux injonctions américaines sur les sanctions contre la Russie, dont on sait qu'elles n'ont pas tellement pénalisé la Russie, mais qu'elles pénalisent énormément d'abord l'Allemagne et ensuite la France. Donc on voit très bien que nos dirigeants, si leur rôle était de défendre les intérêts de la France, n'auraient pas obéi à ces sanctions. On sait très bien que l'énorme somme d'argent qu'on donne à l'Ukraine pour prolonger un conflit que l'Ukraine ne peut pas gagner est au détriment aussi d'une France qui est en grave crise économique. Je rappelle, nous avons une dette colossale qui pourrait finir par nous mettre sous tutelle du FMI. Et aujourd'hui, nous obéissons aussi, nous nous soumettons aussi aux injonctions de Trump qui essaye de prolonger l'empire américain déclinant en faisant payer la facture par son vassal européen. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il le dit clairement, nous sommes là pour obéir et payer. Donc c'est vraiment quelque chose pratiquement humiliant. Et puis quant à Israël, effectivement, la meilleure preuve, c'est qu'aujourd'hui, si on analyse objectivement que le problème, que nous n'avons pas, nous Français, de problème avec l'Iran, bien au contraire, nous avions d'énormes marchés avec l'Iran, notamment des marchés automobiles. Nous avons été obligés de nous retirer de l'Iran économiquement pour obéir en réalité aux États-Unis, qui eux-mêmes obéissent d'ailleurs à Israël. C'est-à-dire que toutes les décisions qui sont prises par le pouvoir français sont contre l'intérêt de la France et des Français. Et ça, je pense que ça se voit de plus en plus. Et c'est pourquoi la France se rapproche de plus en plus d'une dictature, notamment dont je fais les frais, puisque c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Les opposants sont condamnés systématiquement au nom de critères abusifs comme apologie de terrorisme, association de malfaiteurs, simplement parce que, par exemple, moi, personnellement, je dis que nous n'avons aucun intérêt à choisir le camp d'Israël plutôt que le camp de l'Iran dans le conflit du Proche-Orient, et qu'en plus, je vais même plus loin, je dis que nous sommes face à deux théocraties, et que la théocratie la plus dangereuse n'est pas la théocratie iranienne, qui est dans ses frontières et qui n'a pas de volonté expansionniste et qui n'est pas basée sur un suprémacisme racial, alors que Israël, aujourd'hui, est ouvertement un pays sans frontières, qui est dans une logique d'expansion guerrière, et au nom d'un suprémacisme théologique et racial. Ce qui veut dire que normalement, en bonne compréhension de ce que sont les lois qui nous sont imposées, les lois universelles qui nous sont imposées pour la paix depuis Nuremberg, Israël devrait être un pays bien plus sanctionné. Il l'est d'ailleurs par les plus hautes instances symboliques mondiales, mais en réalité, Israël se fait obéir par les pays occidentaux de manière contradictoire par rapport aux valeurs. Et ça, c'est un des sujets les plus troublants et les plus gênants, c'est que la France, aujourd'hui, est totalement soumise à la puissance israélienne sur le plan idéologique, et ça conduit à des persécutions où le parti traditionnel de gauche, qui était le parti antiraciste issu de la Mitterrandie dans les années 80 et qui avait été, je dirais, monté avec SOS Racisme pour lutter contre un sursaut patriote incarné par Jean-Marie Le Pen, aujourd'hui se fait traiter de parti carrément nazi, puisqu'il se choque de la souffrance des Palestiniens, notamment avec ce qui se passe à Gaza depuis le 7 octobre. Donc nous sommes dans une situation aberrante, absurde et profondément scandaleuse et immorale, et qui fait que les gens qui ne veulent pas se soumettre à ce mensonge et à cette immoralité sont obligés de s'expatrier pour échapper à la prison ferme, je le rappelle. On n'a donc, nous, aujourd'hui, la France, aucune leçon à donner à aucun pays du monde, fût-ce même la Corée du Nord, qui me semble plus respectueuse des droits humains aujourd'hui que la France elle-même. Merci pour votre réponse. Comme nous l'avons compris, vous critiquez le capitalisme et l'impérialisme des États-Unis. En 2011, vous avez écrit le livre « Comprendre l'Empire ». Selon vous, peut-on aujourd'hui encore qualifier les États-Unis d'empire ? Quelle est leur principale faiblesse et leur principale force ? Alors, quand on dit l'empire, il y a plusieurs compréhensions. Normalement, un empire est quelque chose de durable parce que c'est un échange gagnant-gagnant, on va dire, entre une nation dominante et des nations qui acceptent une forme de soumission parce qu'il y a par ailleurs des avantages. C'est l'Empire romain lors de sa plénitude, c'est aussi l'Empire musulman, alors qu'aujourd'hui, le terme précis pour les États-Unis, c'est plutôt hégémon. Aujourd'hui, c'est un empire qui n'a plus les moyens de sa puissance impériale, qui refuse ce qu'on appelle l'atterrissage en douceur, même si c'est ce que Trump avait proposé
lors de sa campagne présidentielle, qui était en fait un retour à la doctrine Monroe, c'est-à-dire d'accepter de passer d'empire monde, à dire à empire continental ou à nation élargie avec le Canada, le Mexique, le canal de Panama et le Groenland. Tout ça était cohérent. Mais ce qui ne rentre pas du tout dans la cohérence de ce qu'était le programme de Trump, qui n'était pas un programme néoconservateur, mais qu'on peut appeler normalement de néo-réactionnaire, parce que c'est une lutte entre deux droites en réalité, ce programme a été trahi par sa guerre contre l'Iran, qui n'entre pas du tout dans cette logique, je dirais, d'une Amérique qui a besoin de rompre avec l'Empire et avec la vision néoconservatrice, car cet empire coûte très cher à l'Amérique intérieure, les Américains le ressentent de plus en plus. Or là, nous sommes face à une étrange trahison de Trump, qui d'ailleurs, cette trahison permet un dévoilement, c'est-à-dire que beaucoup d'Américains aujourd'hui, si je ne parle pas des Américains de gauche qui sont antiracistes sous l'influence de Soros, et donc relativement pro-palestiniens et antisionistes, et sur des critères, on va dire, sociétaux, antiracisme, pacifisme et ces choses-là, on a aujourd'hui une prise de conscience de la droite américaine qui traditionnellement était sioniste, notamment à cause de l'influence de ce qu'on appelle les chrétiens sionistes, ce mouvement évangéliste qui soutient qu'il faut soutenir Israël quand on est derrière le Christ. Aujourd'hui, par les trahisons de Trump, cette droite américaine, très bien incarnée par Nick Fuentes aujourd'hui, est en train de se retourner contre Israël en disant que c'est Israël qui domine l'Amérique et qui pousse l'Amérique dans des guerres impériales au Proche et au Moyen-Orient qui ne sont pas du tout dans l'intérêt de l'Amérique et qui d'ailleurs, Trump avait fait une campagne et s'était fait élire pour rompre avec cet impérialisme néoconservateur. Donc dans une période très intéressante où l'Amérique est un empire en déclin qui devient d'une grande brutalité, ce qui est le signe d'ailleurs de son déclin et de son illégitimité par rapport à l'époque d'après-guerre où il représentait réellement une Pax Americana. Et on voit bien que c'est l'analyse d'ailleurs de Todd que je partage, qu'en fait tous les signaux montrent que l'Amérique n'a plus les moyens d'être un empire, que malheureusement elle se crispe sur cette notion-là avec ce qu'elle fait en ce moment, notamment contre l'Iran et pour Israël, et que ça risque en réalité d'accélérer son déclin. Et que si on veut prendre un peu de recul, nous sommes aujourd'hui sans doute à la fin d'une domination impériale de type maritime, qui commençait avec l'Angleterre et qui s'est prolongée avec les États-Unis. Et là, on peut considérer qu'Israël est le porte-avions de cet empire maritime au Proche-Orient. Et nous sommes là avec cette idée des BRICS aujourd'hui, dans quelque chose qui va changer la donne mondiale, qui est que enfin les puissances continentales sont en train de se réconcilier alors qu'elles avaient été menées les unes contre les autres pendant pratiquement 2 siècles pour ne pas être la puissance. Et on est en train en fait d'assister à un glissement qui se passe aujourd'hui de façon brutale en Iran entre un empire maritime déclinant qui va être obligé d'admettre qu'aujourd'hui la puissance de demain est cette puissance continentale qui n'est pas une puissance pirate comme l'est souvent la puissance maritime, c'est les Anglais et les Américains, mais qui est une puissance, je dirais, fondée sur ce qu'on peut appeler la paix du doux commerce et qui est incarnée aujourd'hui par la vision très raisonnable qu'ont à la fois Poutine, Xi Jinping, peut-être Modi demain, et qui veulent effectivement sortir de ce monde de tension aujourd'hui qui est clairement mené par une Amérique déclinante qui tire d'une certaine manière son bouquet final par une hyperviolence qui cache un énorme déclin économique. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus les moyens. Et on l'a vu, opération commando au Venezuela, on est guerre par proxy en Ukraine. Aujourd'hui, cette Amérique qui avait été la Pax Americana après 1945 est objectivement une force de déstabilisation du monde, dans une démarche de piraterie, puisqu'en fait ils sont systématiquement hors la loi, et ces lois qu'ils ont imposées par leur victoire sur le nazisme après 1945. Et on voit bien que fatalement, si on prend de l'altitude, la domination va passer, pour le bien du monde, dans la main des BRICS, qui sont en fait, si on comprend bien, beaucoup cette nouvelle entente continentale qui va prendre le relais d'un point de vue de la puissance économique et de la conception pacifique des échanges entre nations sur cette piraterie en fin de prédation qui est aujourd'hui l'alliance, on va dire, anglo-américano-israélienne. Merci Alain Soral. Vous venez d'évoquer les BRICS. Quel rôle attribuez-vous à la Russie dans la rupture avec le monde unipolaire ? Selon vous, constitue-t-elle un véritable contrepoids à l'empire américain ?
Oui, de toute façon, c'est le chantier, c'est le programme. C'est pas évidemment facile parce que ce sont des nations souveraines qui n'ont pas strictement tous les mêmes intérêts. Mais la charte qui est derrière, c'est il n'y aura pas de puissance qui écrasera les autres. Donc, ce sont des négociations souvent pays à pays, petit groupe par petit groupe, mais qui sont, je dirais, obligés de réussir parce que l'enjeu en ce moment, c'est quand même d'échapper à la Troisième Guerre mondiale. Hein. Et si on y échappe, demain, ça sera par la dimension raisonnable d'un Poutine, d'un Xi Jinping, peut-être, sans doute, j'espère, d'un Modi. Et donc, ça sera soit la victoire des BRICS, qu'on peut déjà appeler la majorité mondiale, cette victoire face à ce qu'on doit appeler, non pas l'Occident collectif, mais l'Occident dégénéré. Parce qu'en plus des questions économiques, des questions bellicistes, il y a aussi des questions civilisationnelles, notamment on voit bien avec la poussée LGBT, derrière laquelle d'ailleurs se trouve Soros, c'est-à-dire cet empire qui domine par la gauche et par le sociétal et l'idéologie, pendant que les néocons dominent par le militaire et la violence. On voit bien qu'il y a une espèce de mâchoire par la gauche et par la droite. Et il faudra bien à un moment donné, effectivement, que cet empire qu'on appelle l'Occident dégénéré soit remis à sa place pour que triomphe à nouveau, je dirais, le bon sens anthropologique, parce que le LGBTisme, comme je l'ai expliqué dans mes écrits, qui pousse en fait les enfants à se stériliser en doutant de leur sexe naturel, est une idéologie de mort, puisque en fait il n'y a pas de changement de sexe possible. Il y a simplement qu'un homme qui devient une femme devient stérile, et une femme qui devient un homme devient stérile, et donc ça conduit à la disparition de fait de l'humanité, qui nie la réalité fondamentale et anthropologique du couple, et sans ce couple, il n'y a plus d'enfants, donc il n'y a plus d'humanité à terme. Donc on est bien face à des gens qui sont du côté de la vie, du bon sens, du dialogue, du respect des nations, c'est important, respect des frontières, respect des différences, c'est important, face à un Occident dégénéré, dont le symbole le plus puissant aujourd'hui est l'affaire Epstein, n'oublions pas. C'est Epstein et sa mafia qui était au sommet, qui réellement régnait sur l'Occident derrière le masque de la démocratie, et on sait quelle était l'idéologie de ce groupe, qui est un groupe qui était profondément sataniste. Hein. On le voit, des histoires d'abus sexuels. C'était une double délinquance financière et sexuelle, dans un but en plus de chantage et de compromat, avec une vision qu'on peut clairement qualifier de sataniste, c'est-à-dire des gens qui conçoivent le pouvoir comme l'abus de pouvoir et qui mesurent leur pouvoir à la possibilité qu'ils ont de faire le mal. Le maximum de mal étant pour eux le fait de s'en prendre à ce qui est le plus sacré et le plus fragile sur Terre, qui sont les enfants. On parle là de viol d'enfants, de torture d'enfants, voire de cannibalisme. Et c'est ça qui est en train de sortir par ce qu'on appelle les dossiers Epstein. Et c'est une affaire qui est très américaine, qui est très française aussi, n'oublions pas, qui est totalement occidentale et occidentalo-centrée, et dont je rappelle que si on prend l'acteur principal, M. Epstein, il est membre d'une communauté précise, qu'il faudra bien à un moment noter, même si c'est un déviant de cette communauté. Les commanditaires, qu'on appelle le méga-groupe, sont aussi tous de la même communauté, et les bénéficiaires, on le sait, c'est le Mossad, c'est aussi la même communauté. Donc on voit qu'il y a quand même, derrière cet Occident dégénéré, un tropisme, on va dire, sioniste, pour ne pas dire quelque chose de plus gênant, puisque dès qu'on parle de judaïsme, on a tout de suite le rayon paralysant de l'antisémitisme qui vient vous empêcher votre réflexion. Mais on voit bien que cet Occident dégénéré, sataniste aujourd'hui, est sous le pilotage d'une mafia communautaire dont le marqueur est qu'elle est raciste, suprémaciste, et qu'elle est habitée par une vision profondément méprisante du reste de l'humanité. Donc il est nécessaire que ces gens-là soient vaincus, et d'ailleurs ça nous amène presque à une dimension au-delà du politique, une dimension métaphysique, une dimension eschatologique. On est bien, in fine, dans une lutte du bien contre le mal, d'une certaine manière. Et le bien, avec des nuances, il est bien plus certainement ici, là où je suis en ce moment, que de là d'où je suis parti. Merci Alain Soral. Vous avez un petit peu évoqué l'Ukraine. Selon vous, les grandes organisations internationales occidentales comme l'OTAN, l'UE, portent-elles une responsabilité dans les destructions et les morts dans le Donbass et en Nouvelle-Russie ? Une responsabilité totale, puisqu'on sait que
le président Poutine a attendu des années, 2009, 2014, avant de venir au secours des Russes d'Ukraine. C'était ça, ce qu'on appelle les Russes du Donbass. Il a attendu beaucoup. Il a fallu que le pouvoir ukrainien, que je qualifie de judéo-nazi, puisqu'en fait, ce sont des oligarques qui manipulent des bandéristes. C'est assez étrange comme alliance, puisqu'on sait que ces oligarques sont très marqués communautairement aussi. Et en même temps, ils se servent comme bras armés de hooligans qui sont sur la ligne bandériste, c'est-à-dire qui étaient des pro-nazis. On est dans une alliance étrange, judéo-nazie. Et en fait, très vite, lorsque l'opération spéciale a été montée, elle avait des buts de guerre assez simples: protéger les ressortissants russophones du Donbass, même pas faire sécession de l'Ukraine, mais bénéficier, on va dire, d'une gestion fédérale, où qui les aurait protégés. L'opération spéciale a très vite donné ses buts de guerre, les a assez vite atteints, et en fait c'est là qu'on voit que l'OTAN, c'est-à-dire ceux qui dominent l'Union européenne, a décidé de faire de cette opération spéciale une guerre longue, afin d'affaiblir au maximum la Russie, ce qui a toujours été la volonté des néoconservateurs depuis la chute de l'URSS, et surtout, ce qui est encore plus tragique, de faire se tuer dans le plus grand nombre possible des individus qui, je le rappelle, sont des frères, sont des Slaves, et sont de la même histoire, de la même race et de la même culture. Et là, il y a quelque chose effectivement de criminel de la part de l'OTAN dans le fait de pousser la Russie dans une guerre d'attrition, puisqu'elle n'a plus le choix, alors qu'on le sait que Zelensky avait très vite accepté d'aller à la table des négociations, et qu'à l'époque, on sait que ce sont les Anglais qui l'en ont empêché. Donc il y a vraiment une constante d'ailleurs chez les Anglais, c'est ce qu'on appelle les judéo-protestants anglo-saxons. Il y a toujours une dimension très belliqueuse et très méprisante de la vie humaine et de la vie des autres chaque fois que ces gens-là sont aux commandes. On le sait quand on regarde la longue histoire, cette cruauté des anglo-saxons. Et malheureusement, c'est ça qui s'exprime aujourd'hui dans le Donbass. Et c'est masqué par, pareil, des médias occidentaux qui mentent jour après jour pour nous faire croire que les Russes sont totalement responsables et que ce conflit n'avait pas lieu d'être, alors qu'il y avait des provocations qui n'en finissaient pas depuis des années et des années. Et ils nous ont fait croire ensuite que l'Ukraine allait gagner et qu'il suffisait pour ça d'investir de l'argent, cet argent qui nous manque, sur le terrain, ce que la France a fait beaucoup, l'Allemagne beaucoup. Et aujourd'hui, ils sont dans une logique où ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner, mais ils voudraient simplement faire durer ce conflit pour qu'il y ait le maximum de morts. Et je rappelle que ces morts sont des Européens, sont des gens proches de nous. Et ça, c'est criminel, bien évidemment. Et surtout, c'est criminel et contre les intérêts, à chaque fois, de l'Europe, qu'on le considère comme civilisation, comme peuple, ou même, simplement, si on pense aux intérêts économiques. Nous avons à la tête de l'Union européenne, de l'Allemagne, de la France, pour ne pas parler de l'Angleterre, qui a toujours été la perfide Albion, et qui n'a jamais été avec nous, en réalité, nous avons à la tête de l'Union européenne des traîtres à leur propre peuple, des traîtres à la paix, et des gens qui auront un jour à rendre des comptes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils veulent que la guerre dure, parce que le jour où l'Ukraine sera définitivement vaincue, ne tomberont pas que les gens qui sont à la tête de l'Ukraine, qui est le pays, je rappelle, le plus corrompu d'Europe, mais tomberont aussi toutes les élites illégitimes, criminelles et traîtres de l'Union européenne, dont d'ailleurs notre président, le triste Macron. Des informations font état également de projets de pays européens, membres de l'OTAN, de provoquer une catastrophe à la centrale nucléaire de Zaporojé et d'en imputer la responsabilité à la Russie. La France est-elle consciente des répercussions que cela pourrait avoir sur les pays européens ? La France, ça dépend de quelle France on parle. Les gens éveillés, les gens qui suivent notamment mon site de réinformation, égalité, réconciliation, qui, je rappelle, est le premier site de réinformation de France, c'est pour ça qu'on est autant combattu. On est très combattu parce qu'on est aussi très écouté. Les gens qui sont éveillés voient bien que les Russes essayent de faire le maximum, je dirais, de dégâts, parce qu'ils savent que ce pays est un pays frère et que les Ukrainiens et les Russes auront vocation demain à se réconcilier. C'est pour ça qu'il n'y a pas cette hyper-violence qu'on voit notamment dans la façon dont les Israéliens traitent les Palestiniens. Et ça, malheureusement,
l'Union européenne et l'OTAN se servent de cette retenue, d'une certaine manière, russe, pour essayer, au contraire, de mettre le maximum d'opérations sous faux drapeau en place. Je rappelle que la spécialité anglaise, israélienne, et ça remonte au Sicaire, hein, je rappelle, ce sont les opérations sous faux drapeau. C'est-à-dire de faire des opérations criminelles qu'on met sur le dos d'un tiers. C'est quand même une longue tradition juive, anglaise, américaine, et qui malheureusement empêche parfois le peuple qui regarde les médias dominants de comprendre qui sont vraiment les vrais salopards. Vous êtes beaucoup intéressé au monde russe. La Crimée a été rattachée à la Russie en 2014, le Donbass et la Nouvelle-Russie en 2022. De votre point de vue, quels changements ont lieu dans ces régions après leur sortie de l'Ukraine? Sont-ils perceptibles? Moi, je suis allé dans le Donbass et j'ai fait un périple pour regarder sur le terrain ce qui se passait. Déjà, j'ai compris que non seulement les gens du Donbass étaient plus que russes, c'était plutôt souvent, parce que c'était un pays minier où c'était des travailleurs qui avaient été bien traités par l'Union soviétique, ce sont plus que des Russes. Ce sont souvent des nostalgiques de l'URSS, c'est-à-dire qu'ils sont super russes. Et après, j'ai vu aussi la manière dont la Russie reconstruit les routes, reconstruit des bâtiments d'habitation, souvent d'ailleurs avec un haut standard, alors qu'on sait, quand on écoute les discours des dirigeants ukrainiens depuis des années, qu'ils avaient dit que le destin des Russes d'Ukraine était de ne plus être scolarisés pour les enfants, de vivre dans des caves, et qu'on avait volontairement laissé se dégrader les infrastructures pour les punir, en fait, pour les punir. Donc il suffit d'aller sur le terrain, c'est pour ça que les médias occidentaux n'aiment pas trop que les gens comme moi aillent sur le terrain, pour voir que la Russie traite les Ukrainiens russophiles et russophones très correctement, en leur redonnant des conditions de vie acceptables, alors que par contre, il y a la démarche strictement inverse du côté du pouvoir de Kiev. Ça, c'est une évidence. Vous l'évoquiez à l'instant, lors d'une interview à Politico, Vladimir Zelensky a été interrogé sur son attitude envers les Russes qu'il connaissait avant 2014. Il a déclaré considérer les habitants de Crimée ayant participé au référendum de 2014, ainsi que les Russes qui les soutiennent, comme ni partenaires, ni amis, ni même des êtres humains. Comment évaluez-vous cette déclaration ? C'est une déclaration qu'on retrouve aussi chez les leaders israéliens. Je rappelle que c'est dur à dire, mais ce monsieur Zelensky est juif aussi. Et malheureusement, quand vous allez aux écrits fondamentaux, surtout quand ils sont lus de manière littérale, il y a cette idée quand même d'une humanité à deux vitesses, ceux qui sont des élus de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Et si vous lisez le Deutéronome, vous voyez très bien le sort que ce peuple élu, motivé par un Dieu qui l'exige, vous voyez très bien le sort qu'il réserve aux gens dont ils estiment que ce sont des sous-hommes et des animaux. Et ça, c'est le côté très gênant qu'on découvre aujourd'hui chez les gens de cette communauté dans la manière dont ils comprennent leurs textes sacrés. C'est une manière qui a évolué vers le littéralisme racial et belliqueux, d'ailleurs sous la pulsion des dirigeants israéliens de droite. Hein. Je crois que c'est le grand idéologue de tout ce monde-là, c'est Netanyahou aujourd'hui. Et ce qui est très inquiétant, c'est qu'on est très très loin de la proposition du Christ. Et je rappelle que le Christ est venu pour réformer une religion qui était une religion terrestre et raciale, et pour en faire une religion spirituelle et universelle. Et on a de ce point de vue-là une régression en ce moment, notamment des leaders ukrainiens, une régression incroyable aussi des leaders israéliens, et aussi, ça impacte aussi d'ailleurs toute la vision des néoconservateurs américains. Et je pense que le marqueur, il faut quand même à un moment donné qu'on réaffirme dans le monde qui est le nôtre, hein, je ne parle pas du monde chinois ou du monde indien, ce sont d'autres espaces, d'autres réalités, mais dans notre monde qu'on appelle post-abrahamique, il va falloir réaffirmer très fort demain les valeurs du Christ. Hein. Il n'y a que le Christ et ses valeurs spirituelles et universelles qui peuvent nous permettre demain de vivre en paix, je rappelle, entre personnes, entre êtres de la même civilisation et de la même race au sens ethnique et culturel. Ça, c'est un vrai problème qu'il va falloir oser prendre à bras-le-corps, malgré ce qu'on appelle, nous, en France, c'est une phrase de Mélenchon,
donc il ne peut pas être soupçonné de grand-chose normalement, puisque c'est un leader de la gauche antiraciste, anticoloniale, ce qu'il appelle le rayon paralysant de l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, fait remarquer qu'il y a à la tête de l'Occident, mais également en Ukraine, et tout ça piloté beaucoup d'Israël, des suprémacistes raciaux qui ont un mépris criminel pour le reste de l'humanité souffrante, et que malheureusement, ce mépris se réfère chez eux à quelque chose, à un livre sacré, c'est-à-dire qu'ils prétendent qu'ils sont habilités par Dieu. Et ça, il va falloir rappeler que soit ils se trompent de Dieu, ou que le Dieu auquel ils font référence n'est pas celui dont le Christ parle, mais qu'il semblerait que leur Dieu soit le diable. Hein. C'est une question, je dirais, théologique, qui vient se hisser au-dessus de la politique et de la géopolitique. On est obligé, aujourd'hui, pour comprendre ce monde qui est au bord de la catastrophe et qui devient très violent, on est obligé aujourd'hui d'articuler la politique, la géopolitique, et je dirais ce qu'on appelle traditionnellement la métaphysique, c'est-à-dire la dimension spirituelle et religieuse. Et on voit que quand on le fait, tout prend sens, et qu'on doit nécessairement le faire pour pouvoir comprendre la réalité jusqu'au bout. Justement, une question un peu plus philosophique. Si on compare le niveau des libertés individuelles dans l'Union européenne et en Russie, quels critères choisiriez-vous et où l'individu se sent-il le plus libre? Alors il y a un paradoxe aujourd'hui dans nos démocraties occidentales avancées, c'est que jour après jour, on émet des lois liberticides qui sont censées protéger des minorités supposées souffrantes ou supposées avoir été maltraitées dans un passé patriarcal ou dans un passé souvent, oui, qu'on va plus ou moins mythifier. Et en fait, ça permet, en fait, jour après jour, de proposer des lois liberticides avec cette idée qu'il faut imposer progressivement une forme de dictature pour protéger la démocratie. C'est le paradoxe aujourd'hui occidental, c'est que chaque jour, nous nous rapprochons dans cet Occident dégénéré d'une dictature, mais l'explication du pouvoir, c'est pour protéger la démocratie. Et la démocratie, comme le disait Cohn-Bendit lors d'une allocution, ce n'est pas le pouvoir de la majorité, c'est protéger les minorités de l'agressivité soi-disant implicite des majorités. C'est-à-dire c'est exactement le contraire de ce pourquoi nous avons fait la Révolution française qui a enfanté, vous le savez d'ailleurs, la Révolution russe, qui est sa petite sœur, alors que aujourd'hui on est dans un pouvoir de minorité systématique, et tout ça, on se demande pourquoi on a changé de régime, puisque sous l'Ancien Régime, c'était effectivement une minorité validée par Dieu qui était au pouvoir contre l'immense majorité qui devait obéir. Et finalement, la démocratie aujourd'hui, par un jeu de passe-passe, de défense des minorités autoproclamées contre la majorité, nous emmène dans une situation où, à travers un long processus égalitaire et démocratique, on arrive à une situation, je dirais, féodale, mais qui s'est réalisée sous le masque de l'égalité. C'est le sujet de mon avant-dernier livre qui s'appelle « Comprendre l'époque, pourquoi l'égalité ». Nous sommes arrivés aujourd'hui à une dictature totalement inégalitaire et qui a même un fondement religieux au nom d'un processus qui se présentait comme laïque, universel et égalitaire. Et ça, je dirais que c'est une stratégie qu'on peut qualifier de diabolique. C'est-à-dire les plus inégalitaires de tous, les plus racistes de tous et les plus religieux de tous sont arrivés à se hisser au sommet du pouvoir par l'égalité, l'athéisme et l'universalisme. C'est exactement le constat qu'on peut faire aujourd'hui quand on regarde qui domine la France, qui domine les États-Unis et qui pousse le monde au chaos. Hein. Merci Alain Soral. Vous avez évoqué au début de cette interview un petit peu le conflit au Moyen-Orient. On va revenir dessus si vous me le permettez. Donald Trump a appelé les pays bénéficiant du pétrole transitant par le détroit d'Ormuz, y compris la France, à assurer le passage des navires commerciaux. Selon vous, comment la situation pourrait-elle évoluer autour du détroit d'Ormuz et le conflit peut-il être résolu par la voie diplomatique ? Le problème, pour que ce soit résolu par la voie diplomatique, c'est qu'il faudrait qu'Israël renonce à son hubris et accepte finalement ce qui a été le sort qui a été imposé de façon logique par rapport aux lois internationales, le sort qui a été réservé à un moment donné à l'Afrique du Sud, c'est-à-dire la fin de l'apartheid et un État multiethnique, multiconfessionnel. Je ne dis pas d'ailleurs que c'est une réussite, l'Afrique du Sud. Peut-être qu'on pourrait réfléchir à des solutions comme des développements séparés. Mais en tout cas, il est absolument anormal que ce qui a été imposé à l'Afrique du Sud par la communauté des nations
ne soit pas imposé aujourd'hui à l'Israël tel qu'il est dirigé par des gens qui sont des suprémacistes raciaux théologiques. Hein. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cet Israël ne conçoit pas d'autre avenir et d'autre survie que de devenir le grand Israël, c'est-à-dire de s'étendre, parce qu'aujourd'hui c'est un pays qui est trop petit pour pouvoir exister par lui-même sans la protection américaine. Et comme fatalement cette protection américaine systématique qui se fait au détriment des intérêts américains finira par leur manquer, ils sont dans une logique d'hubris, de vouloir grandir pour devenir en fait les leaders de la région, et en étant les leaders de cette région, avoir un rôle central dans les destinées du monde. Hein. C'est ce qu'on appelle cette charnière dans laquelle ils sont. Et c'est eux ce qu'ils conçoivent comme le passage de la Pax Americana à la Pax Judaïca. Et donc ce qui bloque aujourd'hui tout processus de paix et tout processus raisonnable, c'est cette dimension totalement déraisonnable de l'État d'Israël, dont je rappelle, il y a à la tête d'Israël des religieux fanatiques qui sont sur une idée de suprémacisme racial, théologique, et avec une vision expansionniste qui n'est même plus cachée. Hein, c'est-à-dire qu'ils doivent prendre le contrôle d'une partie de l'Égypte par la domination guerrière et la violence, hein, du Liban, de la Syrie, de l'Irak, de l'Arabie saoudite. C'est ce qui a été récemment, comment dirais-je, expliqué par l'ambassadeur américain en Israël en disant oui, c'est ça que les Israéliens veulent faire et Dieu non seulement leur permet de le faire, mais leur ordonne. Donc on est face à des fanatiques religieux qui sont des bellicistes et qui empêchent toute possibilité de négociation raisonnable au Proche-Orient. Et d'ailleurs, c'est une histoire qui remonte à loin, puisque Kennedy avait déjà ce problème et sans doute est mort de vouloir résoudre ce problème par la paix. Et le général de Gaulle, pour faire la même critique en 67 que faisait Kennedy en 62, je rappelle que l'un est mort et l'autre a été chassé du pouvoir. Donc nous sommes face à une histoire qui remonte à loin et qui est des gens qui ont une vision impériale, suprémaciste, religieuse et raciale et qui forcément empêchent toute paix mondiale puisqu'ils ne veulent pas renoncer à ce projet. Et ce projet est un projet d'agression et de mépris systématique. Hein, ça s'appelle aujourd'hui clairement le projet du Grand Israël. Et si en ce moment ils ont persuadé le monde qu'il fallait détruire un régime iranien qui est un régime qui est en situation de défense depuis des décennies, c'est parce qu'en fait ce régime iranien gêne, selon eux, ce processus d'expansion. Et je rappelle que ce processus d'expansion a déjà coûté la destruction d'un certain nombre d'États qui étaient des États musulmans, mais avec une gestion moderne qu'on peut qualifier de laïque. Et je rappelle que ça a valu la destruction de l'Irak, la destruction de la Syrie, la quasi-destruction du Liban, qui était un pays riche et multiconfessionnel, je le rappelle, qu'on appelait la Suisse du Moyen-Orient, la destruction du pays le plus riche de l'Afrique, qui s'appelait la Libye. Donc nous assistons en fait à un processus de destruction systématique de pays voisins de l'Israël, qui je rappelle est un pays qui est arrivé au Proche-Orient en 1948, alors que les gens qui le dirigent sont des gens qui viennent notamment d'Ukraine, de Lituanie, de Pologne et de Russie, et qui n'ont rien à voir avec le Proche-Orient, et qui d'ailleurs n'ont rien à voir avec le monde sémitique, hein, je le rappelle. Voilà, cette déstabilisation du monde vient de là. Et tant qu'on n'ose pas prendre ce problème à bras-le-corps, malgré, je dirais, ce rayon paralysant de l'antisémitisme, qui est aujourd'hui une sorte de joker qu'on vous jette à la face systématiquement pour vous faire taire, le monde ne retrouvera pas de paix. Et c'est ce que disent d'ailleurs aujourd'hui des figures importantes aux États-Unis, comme Tucker Carlson, comme Nick Fuentes. C'est sans doute d'ailleurs pour ça que Charles Kirk a été mis à mort, parce qu'il commençait à tenir ce discours, alors qu'au départ, il était payé pour tenir un discours de soutien inconditionnel à Israël pour la jeunesse de droite patriote américaine. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui bougent de manière très, très forte en ce moment. Et le paradoxe, c'est que ça bougera peut-être d'autant plus que ça bouge aux États-Unis. Parce qu'en fait, les Russes et les Chinois sont dans une position raisonnable pour faire barrage à cette hubris, mais pour qu'on ait la certitude de vaincre cette espèce de pouvoir sataniste, il faudra aussi que ça vienne des États-Unis. Or, par la trahison de Trump en ce moment, et par les colères que ça produit dans son propre camp, puisqu'on est passé de MAGA à America First, eh ben peut-être que cette bascule est en train de se produire
c'est ce que je théorisais déjà dans mon livre de 2011, Comprendre l'Empire. Pour que ça bouge et qu'on mette un terme à cette piraterie néoconservatrice très marquée communautairement et religieusement, il faudra que les néoconservateurs perdent le pouvoir aux États-Unis. Et à ce moment-là, ça pourra permettre un nouveau Potsdam, c'est-à-dire un dialogue apaisé entre les nouveaux leaders américains, qui ne seront plus néoconservateurs, les Russes, les Chinois. Les Russes et les Chinois sont déjà dans une position de dialogue raisonnable. Le problème, c'est qu'il faut mettre un terme à l'hubris israélien, et pour ça, il faut que ce pouvoir israélien, qui est très fort par les PAC, très fort par l'Anti-Defamation League, et très fort par les réseaux qu'on appelle chrétiens sionistes évangélistes, il faut que Israël perde le pouvoir aux États-Unis. C'est ça l'enjeu. Et à ce moment-là, nous aurons un nouveau Potsdam, un dialogue de réconciliation au niveau mondial, avec des Américains redevenus raisonnables, puisqu'ayant échappé à l'hubris israélien, et, je le dis, des Russes et des Chinois qui le sont déjà. Je mets de côté les Indiens, parce que je ne vois pas pourquoi les Indiens partiraient dans un délire qui n'a jamais été le leur. Merci beaucoup Alain Soral. Vous l'évoquez à l'instant, vous accordez une grande importance aux divergences actuelles entre les États-Unis et Israël. Quel changement attendez-vous si les États-Unis prennent du coup leur distance avec Israël ? Ça changerait tout, parce que la puissance d'Israël vient des États-Unis. Alors évidemment, il y a toujours des gens pour vous dire que c'est l'Amérique qui pousse Israël, qui serait son porte-avions, à créer des tensions au Proche-Orient, mais on le sait depuis les travaux de Mearsheimer et Walt, qui sont un penseur démocrate et un penseur républicain qui se sont alliés, pour mettre en avant la thèse la plus évidente aujourd'hui, qui est la thèse de la queue qui remue le chien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Israël, par son pouvoir de corruption par l'argent, qui a réussi à dominer totalement le Congrès. Aujourd'hui, c'est pratiquement admis. Et en fait, la clé, c'est que le jour où l'Amérique s'occupe réellement de ses intérêts propres, alors qu'elle est en grande difficulté sur le plan de l'obsolescence de ses infrastructures, sur le plan de l'immigration, sur le plan de l'emploi et de la désindustrialisation, le jour où il y aura à la tête de l'Amérique quelqu'un qui va réaliser le projet qu'avait promis Trump, qui est aujourd'hui dans une position de trahison éclatante, ce jour-là, la question pourra être résolue parce que Israël, réduit à lui-même, n'aura plus les moyens d'imposer sa loi comme il le fait à toutes les nations de l'Occident dégénéré. C'est quand même incroyable que ce petit pays qui fait 2 départements français et qui est un pays parasite, qui avec une vitrine high-tech vit en fait de prêts jamais remboursés donnés par l'Amérique, alors au détriment des budgets sociaux américains, qui produit un déclassement notamment des minorités noires et hispaniques, parce que tout ça s'articule. On sait très bien que Israël, réduit à lui-même, serait obligé d'accepter tout ce qu'on a imposé à l'époque à l'Afrique du Sud, c'est-à-dire de devenir un pays multiethnique et multiconfessionnel, où chaque citoyen aurait les mêmes droits, car je le rappelle, pour aussi balayer un autre mensonge qui nous est imposé depuis des années, c'est que quand on dit que Israël est la seule démocratie du Proche-Orient, il faut rappeler qu'elle est démocratique pour les Juifs et qu'elle est coloniale pour les non-Juifs. Et que par ailleurs, c'est une théologie, puisque c'est un pays qui n'a pas de constitution et pas de frontières, et qui par défaut, sa constitution, c'est la Torah, c'est-à-dire la Bible. Donc c'est une théocratie au même titre que l'Iran, mais en plus c'est une théocratie qui s'appuie sur une religion qui est profondément raciste, raciale et expansionniste, comme il est bien dit quand il suffit de lire le Deutéronome. Voilà. Donc c'est ce paradoxe, c'est l'Occident se prétend un monde au sommet du monde, parce que ça serait un monde qui serait un monde qui serait le monde de la raison, au sens d'ailleurs de cette épopée des Lumières françaises ou anglaises. Et en fait, on découvre qu'au sommet de monde qui prétend être le monde de la raison, et qui s'est hissé au sommet du monde par la maîtrise des mathématiques appliquées et par des choses qui soi-disant iraient avec, qui seraient les droits de l'homme, on découvre qu'au sommet de ce monde règne, par la corruption, par le mensonge, par la naïveté, par la soumission, par la bêtise aussi, des gens qui sont le contraire de ce que prétend être ce monde, qui sont des religieux fanatiques, raciaux et suprémacistes. Et c'est ça, ce paradoxe incroyable que nous vivons depuis quelques années et qui est en train d'éclater aux yeux du monde comme une contradiction hegelienne d'une certaine manière. Ça ne peut qu'éclater fatalement. C'est ce paradoxe, effectivement, qu'au sommet de ce monde qui prétend incarner la modernité, l'égalité, l'universalisme et la laïcité, a réussi à se hisser par le mensonge
et une stratégie très intelligente qu'on peut qualifier de diabolique, ce groupe a réussi à se hisser au sommet de ce monde, alors qu'ils incarnent l'inverse de ces valeurs. Et d'ailleurs, le marqueur, la preuve de ce que je dis là, c'est la révélation des réseaux Epstein. Vous voyez ? On a la théorie, on a la pratique. Je ne vois pas comment on pourrait échapper demain à l'analyse que je fais. Au sein de l'UE, il n'existe pas d'approche unifiée pour évaluer la situation actuelle au Moyen-Orient. Si Emmanuel Macron a tenté de condamner les actions des États-Unis en Iran, Friedrich Merz, par exemple, s'abstient de critiquer Washington et Tel Aviv. Que cela révèle-t-il selon vous? Quelle action peut-on attendre des dirigeants européens sur la question du Moyen-Orient? Ils sont coincés en réalité par... il ne faut pas oublier qu'il s'est passé en Europe quelque chose sur lequel nous vivons toujours, qui s'appelle l'épopée nazie et Nuremberg. Donc il y a une sorte d'exception pour la communauté juive qui aujourd'hui vit avec, je dirais, une sorte de crédit qui est basé sur le fait de ce qu'on pourrait appeler les réparations ou la discrimination positive, et de ce crédit d'humanité, ils en ont fait un crédit d'abus de pouvoir et un crédit de cruauté. Un crédit d'abus de pouvoir, notamment en France à travers le CRIF, et un crédit de cruauté, notamment à Gaza. C'est-à-dire, nous avons beaucoup souffert, donc nous pouvons faire souffrir d'autant plus. Vous voyez, il y a une lecture malsaine et paradoxale. Et cette histoire de Nuremberg empêche les hommes politiques européens d'exprimer une analyse cohérente par rapport à ce qui se passe, notamment en France, l'incroyable pouvoir du CRIF. Je rappelle que le CRIF représente légalement un juif sur 6 et que ce 1/6 de 1% de la population française dicte sa loi à la République française qui par ailleurs prétend être égalitaire, non communautaire et laïque, puisque en fait dans la Constitution française n'existent pas les communautés. Les communautés n'ont pas de réalité constitutionnelle, puisque depuis l'abolition de ce qu'on appelle les corps intermédiaires, qui est sorti de la Révolution française, rien ne doit subsister entre l'individu citoyen et la nation. Or aujourd'hui, nous avons un pouvoir dominant sur la France, qui est un pouvoir qui, constitutionnellement, n'a pas plus de réalité qu'une association de boulistes ou de philatélistes. Donc nous sommes dans des paradoxes en France qui sont des paradoxes légaux, qui normalement devraient finir par éclater, je veux dire, simplement par le chemin de la vérité et de la logique. Mais aujourd'hui, tout ça est bloqué, je dirais, pour des raisons mémorielles, pour des raisons de culpabilité, qui s'appellent d'ailleurs, c'est sans doute beaucoup moins présent en Russie, mais en France, qui s'appelle la Shoah, avec systématiquement, on nous rappelle la collaboration, le maréchal Pétain, la souffrance juive, etc. Et ça, c'est quelque chose qui bloque l'Allemagne, bien évidemment, en premier lieu, parce que l'Allemagne doit, pour l'éternité, demander pardon pour cette parenthèse de 1933 à 1945, ce qui empêche l'Allemagne de pouvoir penser raisonnablement notamment le Proche-Orient, mais aussi sa relation avec sa minorité juive, par exemple. Pour la France, on a pratiquement le même traitement. Alors c'est un peu différent en Espagne et en Italie. C'est pour ça qu'on peut mesurer souvent les réactions des élites européennes par rapport notamment à la souffrance des Palestiniens et le génocide de Gaza, puisque c'est les plus hautes instances juridiques mondiales nous ont bien dit que le qualificatif de génocide était valable. Hein. Et on voit très bien que dès lors qu'on est dans des pays qui sont moins marqués par les conséquences morales de la Deuxième Guerre mondiale, on voit que ces leaders osent un peu plus, notamment en Espagne, que les leaders allemands et français. Quant aux Anglais, je ne vais pas refaire l'histoire de l'Angleterre, hein, l'histoire de la City et l'histoire de l'Empire anglais. La reine Victoria avait pour Premier ministre d'Israéli, et de toute façon, l'Angleterre est profondément liée à la question de façon impériale à Israël et aux États-Unis. Hein, donc, on va dire que les leaders européens sont muets et sont interdits d'expression par rapport dès qu'on parle à la question juive élargie, c'est-à-dire aujourd'hui à la question israélienne. Si tant est qu'en France, en ce moment, on est en train de faire passer une loi qui s'appelle la loi Yadan, qui a déjà été validée par l'Assemblée nationale, et qui qualifie d'antisémitisme toute critique d'Israël, c'est-à-dire tout antisionisme. Hein. Et une deuxième loi est en préparation qui dit que tout citoyen français qui aura été condamné pour racisme, donc en fait c'est surtout antisémitisme, sera inéligible. C'est-à-dire que tout ça crée les conditions objectives d'une dictature
comment dirais-je, israélienne sur la France. Hein. C'est-à-dire que la France est sous le point de passer sous la dictature de gens qui sont objectivement des suprémacistes raciaux. Et c'est pour ça que ça va mal finir d'une certaine manière, parce que ce n'est pas possible, cette espèce de dictature d'une ultra-minorité fondée sur un mensonge qui confine à l'obscénité quand on voit ce qui se passe à Gaza, ne peut que mal finir. Et moi, je fais partie des gens qui tirent la sonnette d'alarme. Je dis, une petite minorité, ce qu'on appelle la communauté juive organisée, prend en otage, on va dire, la totalité des juifs de France qui n'ont pas réfléchi spécialement à la question et qui ont une relation à leur identité juive qui peut être multiple et variée. Ces gens-là sont pris en otage par cette infime minorité qu'on appelle le CRIF, et ça aura des conséquences dramatiques sur l'ensemble des juifs de France dans les années à venir, j'en suis certain. Ça ne peut que mal finir. Malheureusement, je suis Cassandre. Je tire la sonnette d'alarme et c'est moi qui suis, pour cette raison, terriblement persécuté en France. Merci Alain Soral. Dans une précédente interview, vous avez déclaré que la question ukrainienne repose sur une stratégie atlantiste visant à empêcher le rapprochement entre l'Europe occidentale et la Russie, et que sans cette question, l'intégration serait approfondie et une alliance franco-germano-russe aurait pu devenir une puissance mondiale. Dans quelle mesure les dirigeants européens participent-ils consciemment à cette stratégie atlantiste ? C'est simple, ce sont à l'époque de l'effondrement de l'URSS, où on va dire la Russie n'avait plus les moyens, comment dirais-je, de coopter de futurs leaders politiques. En général, on va chercher dans les universités. Hein, c'est la fin de l'influence, on va dire, de l'école marxiste sur la France et la fin de l'effondrement du Parti communiste. Tous les gens qui sont à la tête de l'Union européenne aujourd'hui ont été achetés à une période où il n'y avait plus qu'un acheteur possible, c'est-à-dire que ce sont tous ce qu'on appelle des young leaders. C'est-à-dire que ce sont tous de fait des agents américains. On avait Tony Blair qui était très marqué comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont été recrutés à l'université à l'époque où il n'y avait plus que l'Amérique les Américains pour faire leur marché. Donc en fait, ce sont tous des atlantistes et ce sont tous des traîtres à leur nation. Qu'on parte de l'extrême nord, qu'on commence du Danemark jusqu'à l'Espagne. Hein. On a une surreprésentation des Young Global Leaders, c'est-à-dire d'agents qui ont été achetés, formés et payés par la puissance américaine et qui se retrouvent à la tête effectivement du pouvoir de l'Union européenne. Et le paradoxe aujourd'hui, c'est que les néoconservateurs qui sont en déclin aux États-Unis à cause des gens qui sont dans l'entourage de Trump, qu'on peut appeler des néo-réactionnaires et qui sont plutôt opposés à l'impérialisme néoconservateur. Aujourd'hui, ces néoconservateurs, leur puissance est essentiellement en Europe et dans l'Union européenne. Le paradoxe, c'est qu'ils se sont réfugiés d'une certaine manière là où ils ont des vassaux en place. Et c'est pour ça que la politique européenne se fait complètement contre les intérêts de l'Europe, parce qu'en fait, les 3/4 des acteurs dominants dans le journalisme et la politique de l'Union européenne sont des agents américains de fait, des Young Global Leaders. Il suffit de regarder leur CV. Et effectivement, leur rôle est d'empêcher, je dirais, la réconciliation continentale, qui normalement n'a aucune raison de ne pas être, puisque je le rappelle, la Russie actuelle n'est pas un régime marxiste-léniniste qui s'opposerait par ailleurs à un monde libéral. Nous sommes face à des économies libérales totalement interpénétrées logiquement, et avec simplement des différences de gens qui veulent maintenir une certaine tradition culturelle liée à l'histoire des nations. Donc en fait, cet empêchement de collaboration économique et culturelle entre la France, l'Allemagne et la Russie est quelque chose d'aberrant par rapport aux intérêts français et allemands. Je parle surtout de la France et de l'Allemagne. Hein. L'Italie joue un jeu plus ambigu. Et surtout, les Russes, eux, ça les oblige à se tourner vers l'Orient, vers la Chine, à avoir une vision beaucoup plus eurasiatique que la vision qui était celle que voulait Poutine au début de son pouvoir. Il a tendu la main aux Européens pendant des années, avant de réaliser que systématiquement ses mains, on la mordait. Parce qu'il y a quand même, je rappelle, une très très grande tradition pro-européenne de la Russie, qui s'explique par Moscou et par Saint-Pétersbourg et qui renvoie à Pierre le Grand. Et aujourd'hui, c'est vraiment nos leaders traîtres européens qui refusent la main tendue fraternelle, culturelle et économique de la Russie, et c'est parce que on s'est tellement mal comporté au niveau de nos élites avec la Russie que la Russie de guerre-là, ça a été obligé de développer sa relation avec la Chine et son Orient. Hein.
Et ça, c'est quelque chose qui est contre nature et qui, à mon avis, finira, parce que ça coûte très cher à l'Europe. Et puis, pour moi, c'est très triste aujourd'hui d'être à Moscou et d'être obligé d'être dans une situation de guerre froide, avec des problèmes incroyables, pour venir jusqu'à Moscou. Alors que je partais de Genève, il a fallu que je passe par Istanbul, que mon avion ne survole pas l'Ukraine. J'ai des cartes de crédit dont je ne peux pas me servir parce que le système SWIFT est bloqué. Tout ça est aberrant par rapport à notamment ce qu'on appelle la mondialisation heureuse. Nos élites européennes sont dans une stratégie de démondialisation, en réalité sur le plan pratique, alors que par ailleurs ils prétendent être globalistes et mondialistes. Donc on a, je veux dire, à chaque fois qu'on analyse des gens qui sont dans des contradictions très fortes et qui sont des mensonges et surtout qui coûtent très très cher au peuple qu'ils sont censés diriger pour leur bien. Et ça va amener forcément à un moment donné à un processus que je qualifie de type révolutionnaire. Et c'est d'ailleurs pas pour rien que je suis aujourd'hui ici. Je suis pas ici pour être en vacances. Je suis ici pour mener un combat de libération, notamment de la France. Et exactement comme De Gaulle avait été obligé de partir à un moment donné à Londres pour ne pas subir la défaite et le joug allemand suite à la défaite, aujourd'hui, les choses ont changé. Londres, c'est Moscou. Et aussi, malheureusement, les méchants, les Allemands ont aussi changé de visage. Hein. Mais nos élites médiatiques et politiques nous font croire aujourd'hui que le méchant, c'est Poutine. Ils osent le qualifier de nouvel Hitler. Je ne sais pas si vous voyez la malhonnêteté historique par rapport à la réalité de ce qu'a été, ce qu'ont été les années 30 et 40. Quoi. Et mon travail est aussi de rétablir certaines vérités, parce que j'ai une influence en France, et de préparer, d'une certaine manière, la réconciliation de demain. Parce que cette réconciliation est nécessaire sur le plan économique, elle est totalement logique sur le plan culturel, car je le rappelle, si on regarde la grande littérature, la France a beaucoup plus d'affinité avec la littérature russe, hein, Balzac, Alexandre Dumas, Dostoïevski et Tolstoï, qu'avec la littérature anglo-américaine. Hein, j'ai un très grand respect pour les civilisations, quelles qu'elles soient. Je suis même très admiratif de la civilisation anglaise. J'ai une certaine fascination pour la culture américaine à travers le gin et le rock'n'roll que j'écoute, mais je sais quand même comprendre ce que sont comment dirais-je, les fraternités profondes sur le plan culturel. En fait, nous sommes plus proches d'un point de vue de l'âme des Russes que des Anglo-Américains. C'est pour moi une réalité qui est évidente quand on a une certaine culture littéraire et même musicale aussi. Merci beaucoup Alain Soral. Notre dernière question, comment évaluez-vous la récente déclaration du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sur l'inapplicabilité supposée du principe d'autodétermination des peuples aux situations de la Crimée et du Donbass? À quoi sont liées de telles déclarations? Parce qu'en fait, ces instances, qui sont censées être des instances mondiales et universelles, sont nées de la victoire américaine et de la puissance américaine de l'immédiate après-guerre. Donc en général, c'est des gens qui en réalité sont censés parler au nom de l'humanité, mais on a le même problème avec l'ONU qu'on avait à l'époque avec la Société des Nations, c'est que cette ONU est quand même très américano-marquée et que les leaders de ces De Gaulle appelait ça le machin, le leader de ces machins, sont obligés quand même d'obéir à leur maître d'une certaine manière. Et on voit bien que le siège de l'ONU, il est où? Le siège de l'ONU, il est à New York, je crois. Hein, voilà, c'est un lieu. Donc je pense que ça s'explique comme ça. Et ça, c'est pareil. Tout ça va être. Il y aura un nouveau Potsdam à un moment donné, et on sera obligé de redéfinir tout ça en fonction d'un critère objectif, c'est que l'Amérique ne peut plus prétendre être ce qu'elle était en 1945. Hein. Elle est un pays qui produisait à l'époque 50% des produits manufacturés du monde. Aujourd'hui, elle est tombée en dessous de 20%. Et elle ne pourra plus très longtemps contester à la Chine, à la Russie et à l'Inde leur place dans le monde. Et forcément, ça devra déboucher non pas sur une bascule d'impérialisme à impérialisme, mais sur une multipolarité. Et je veux dire, le destin de l'Amérique est quelque part d'accepter et d'intégrer cette multipolarité, ce qui veut dire quelque part, in fine, d'intégrer les BRICS en réalité, et de renoncer à leur arrogance impériale. Je pense que Trump, d'ailleurs, par sa dimension caricaturale, presque grotesque, est aussi l'incarnation d'une fin d'empire, exactement comme Néron montrait par ses excès que l'empire romain était en grave déclin. Les amis, nous sommes parvenus au thème de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines publications.
On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.